Avant toute chose, Matt, petite promotion pour la chaîne Le 11 Lyonnais. Pensez, chers amis, à vous abonner au contenu. Pensez à liker, à commenter et à partager et surtout à activer la cloche. C'est un rappel simple qui vous prévient en temps et en heure de quand on diffuse un contenu et c'est très important. Donc les pouces, les commentaires, partagez et la cloche. Merci les gones, c'est très important et on compte sur vous. Alors, je tiens à le dire que dans ce débrief, parce que j'en ai parlé avec Flo juste avant et Matt, et Flo m'a conseillé, il m'a dit Mika, faut pas être trop négatif. Et je pense qu'il a raison. Je vais tenter d'être le plus mesuré possible, même si je ne vous cache pas que je suis content de la qualification, mais au fond de moi, j'ai un mal de dingue à kiffer ce que j'ai vu. Je n'y arrive pas, et je vais être franc, je ne savoure pas. Je n'ai pas aimé du tout ce que j'ai vu, parce que, encore une fois, depuis la reprise de janvier, je trouve, Matt, qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges, de signaux très très négatifs, attitude, comportement, mouvement sur le terrain, plutôt absence de mouvement, et, je vais y venir, choix du coach. Ouais, écoute, je pense qu'on va se rejoindre. Voilà, il faut rappeler que c'est un match, bon, les matchs de Coupe de France, comme ça, en hiver, sur des terrains pareils, c'est souvent, ça peut tourner facilement au match bourbier. Voilà, Bergerac a pas non plus pléthore d'occasions sur le match. On vit une fin de match un peu chaude. Mais sinon, le reste du match, voilà, il marque sur un but, sur une erreur défensive de notre part. Donc, ce qu'on peut regretter, nous, c'est probablement ce qu'on va faire, c'est le manque de maîtrise sur ce match-là face à une équipe beaucoup plus faible. Et forcément, en fait, quand on voit ce match-là, on est obligé de se projeter sur la suite de la saison et on peut être qu'inquiet. Et je te rejoins là-dessus sur ton inquiétude. Je pense que l'histoire du match, honnêtement, tous ceux qui ont vu le match de ce soir, à mon avis, ça va très très vite. Il n'y a pas de quoi débattre durant une heure. Je ne pense pas en tout cas. Compo de départ, c'est le retour du 3-4-2-1, 3-4-3 en tout cas, de Pierre Sage, que j'ai salué avant match. J'étais content de revoir ce dispositif-là qui, pour moi, montre plus de gages de sécurité, plus d'assises défensives. Mais, par contre, dans l'animation, qui est quand même différente du 4-2-3-1, j'ai revu des lacunes qu'on a vues le week-end dernier. Donc, impression globale du match, pas content du tout, mais vraiment pas, parce que je l'ai dit en intro du débrief, je trouve qu'il y a beaucoup de signaux négatifs. Pontarlier, Le Havre et la Bergerac, tu vois quand même des choses qui se ressemblent. Et ça coïncide aussi avec la chute en qualité de la paire Tolisso-Cacré, qui malheureusement, en termes d'emprise technique, de maîtrise du jeu, c'est de plus en plus mauvais. Il y a quasiment rien à tirer de ce match. On va dire qu'on a essayé les deux schémas, mais en fait, les deux schémas ont des défauts. Voilà, en première mi-temps, tu es en 3-4-3, mais le problème, c'est qu'avec des pistons pareils, tu peux rien créer. Tes côtés sont inoffensifs, c'est stéréotypé. Derrière ça, tu as Alex, Cherki et le petit Fofana qui se retrouvent un peu isolés, doivent tout faire tout seuls. Et quand tu associes les mauvais choix de Cherki, ça donne un rendu offensif brouillon. On est qualifié, je suis content, mais je tiens à le dire, je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai vu encore une fois aujourd'hui. Et Flo, tout à l'heure, Matt nous a dit un truc, il a dit Mika, tu es trop dans la projection. Il a sûrement raison, je ne le cache pas, et c'est ce qui m'empêche d'apprécier ce que j'ai vu ce soir. Je pense qu'en temps normal, si on avait été en Ligue 1 tranquille, même étant mauvais, si on avait été 6e, 8e, 9e, 10e, mais avec une assurance sur la relégation, je pense que j'aurais apprécié le moment. Mais là, dans ma tête, je me dis, merde, si dans une semaine, on fait ça au Parc OL contre Rennes, on gagnera jamais. Si on fait ça contre Marseille au Parc OL, on ne gagnera jamais. C'est impossible. Et moi, c'est ça, en fait, que j'ai en tête. Si tu veux, j'arrive pas à dissocier le contenu contre une N2 qui est pauvre, où tu crées pas grand-chose, et pire, tu concèdes quand même des occasions nettes. Bergerac, une N2, donc 5 divisions en dessous de l'OL, équipe professionnelle, ils peuvent mettre 2 pions à l'OL. Sans une parade d'Anthony Lopez, il peut y avoir 2 buts de Bergerac. Et on était à 1 partout. J'aime pas critiquer ce que je vois, je n'aime pas dire que je ne suis pas content, c'est pas un plaisir que de le dire. Mais quand tu es un peu lucide, tu ne peux pas kiffer un match comme ça. C'est impossible. Tu peux pas. Tu peux dire qu'on est qualifié, c'est bien. On est à 4 matchs d'une qualif en Coupe d'Europe. Ok. Ça, c'est le côté cartésien. Mais sur le côté foot et rationnel,
c'est pas assez. Ça n'est pas assez. Tu es obligé de le replacer dans le contexte parce qu'en fait, globalement, tu es toujours en crise. Tu souffres en Ligue 1. Tu viens de perdre ton match au Havre. Donc, en fait, toutes les opportunités qui te sont données pour te relancer, pour mentalement te mettre bien, bah, c'est voilà, un match contre Bergerac. C'est une occasion parfaite. Moi, ce soir, je m'attends à ce qu'on déroule, qu'on reprenne de la confiance et qu'on aborde justement les 2 matchs à venir de championnat cruciaux de la plus belle des manières. Malheureusement, et j'ai presque envie de dire ça, le pire dans ce match-là, c'est que l'OL a fait un match sérieux, en étant bien, on va dire bien concerné, parce que parfois les matchs bourbiers de Coupe de France, ça arrive avec des équipes professionnelles, mais généralement parce que les équipes pro, bah en fait le match ils le balancent un petit peu, ils le prennent par-dessus la jambe, et donc au final ça donne un match un peu piégeux. Mais là, l'OL a joué plutôt sérieux son match, et malgré son sérieux, bah il y a pas de tant de différence que ça sur le match, quoi. Ça se joue à rien, ça se joue probablement au carton rouge. Mais ça c'est clair. T'as entièrement raison, Matt. Je pense que le rouge, c'est un tournant du match. Après, avec la parade d'Anthony Lopez, qui est une belle parade pour le coup. Donc, t'as 2 tournants du match. Mais ça se joue à ça, en fait. Et le pire du pire, moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus... qui me préoccupe le plus, c'est que au cours du match, je crois vers la 15-20e minute, je me revois en train de me dire, mais mince, c'est dingue. En face, il y a un numéro 6, côté Bergerac, un gaucher, technique, élégant, qui perd pas le ballon, et pourtant le terrain, il est dégueulasse pour eux comme pour nous. Et malgré ça, ce numéro 6, très peu de déchets, très propre, transversal, et d'ailleurs, rappelez-vous sur le but du 1 partout côté Bergerac, c'est lui qui fait le décalage, le renversement côté gauche pour l'ailier qui centre tendu. Ce joueur-là, c'est Elie Salt, que je connais pas, hein, je vous rassure, hein, je vais pas faire le pro de la N2. Ce soir, je découvre le joueur Elie Salt. Et ben écoutez les gars, pour moi, Elie Salt, il a rien à envier ce soir à Tolisso Cacré. Rien. Mais vraiment rien. Et c'est pas de la provoque, hein. Pas du tout. Je pense qu'il n'a rien à envier à ce qu'on a vu ce soir. S'il porte un maillot blanc ce soir, pour moi, il n'y a rien de choquant. Rien. En fait, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est l'absence d'écart notable entre une N2 et une équipe pro de Ligue 1. Moi, dans ma tête, et je te rejoins Matt, avant le coup d'envoi, je me suis dit, match de coupe, t'affrontes Bergerac, c'est un stade champêtre, pelouse dégueulasse, mais en théorie, tu dois leur coller 2-3-0, et voilà, il n'y a rien à dire, c'est réglé, quoi. Tu fais tourner, tu découvres Fofana, tu découvres Adrielson, t'es content. Toi, c'est un peu le tourner manège, quoi, t'es content. Arrivé là, 1h30 après le coup d'envoi, je suis plus dégoûté qu'au coup d'envoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je trouve que les chantiers, et je te l'ai dit, Matt, tout à l'heure, les chantiers qu'il y avait avant le coup d'envoi, on les connaissait. À la fin du match, je trouve qu'il y a plus de chantiers qu'au coup d'envoi. Il y a plus de points qui m'inquiètent à la fin du match qu'au début du match. Mais voilà, moi je suis inquiet. Je suis inquiet. Lopez, il m'inquiète. En défense, ça m'inquiète. Au milieu de terrain, la doublette me fait très peur. C'est pas au niveau. Et devant, la case, je trouve que sa forme du moment, elle est quand même pas terrible. Donc tu vois, tout ça bout à bout, je le dis, je suis inquiet. Évidemment. Moi, il y a un truc qui m'a choqué en voyant le match, mais pas que ce match-là. J'ai eu le même constat quand j'ai vu le match face au Havre et quand j'ai vu qui est-ce qu'on a éliminé il y a 2 semaines en Coupe de France. Pontarlier. À Pontarlier. Sur les 3 matchs, tu vois, notamment face au N3, je me dis il y a 5 divisions d'écart. Pourtant, physiquement, les 2 équipes de N2 et de N3 arrivent à exister dans le match. C'est vrai. Ça ne doit pas arriver dans aucun monde. Une N2 ou N3, je voyais, donc c'était l'ailier droit Peggy Louindoula qui mettait des vitesses, à notre arrière. Je veux dire, on était, j'ai l'impression, on était dans le multiverse comme disent les jeunes aujourd'hui. Je veux dire, j'avais du mal à y croire. Et même face au Havre, je me disais, les impacts qu'on prenait, les duels qu'on a perdus. Bah, tu prends ce soir, par exemple, un exemple chiffré. Corentin Tolisso, il a perdu 100% de ses duels en première mi-temps. Je ne sais pas si on se rend compte. 100% de ses duels. Ah ouais, J'avais pas la stat, tu vois, je savais pas. À la fin du match, il en a perdu 70. C'est énorme. C'est incroyable, c'est pas normal. Tu joues quand même une N2, quoi. Je veux dire, c'est des mecs qui s'entraînent 2 fois par semaine. Toi, tu t'entraînes quasiment 4 ou 5 fois. Enfin, je veux dire, je sais pas si on se rend compte.
Pour moi, le 4-2-3-1 posait de vrais problèmes en termes d'équilibre d'équipe. C'était quasiment tout le temps un 4-2-4, avec très peu de replis défensifs, notamment de Cherki, et deux latéraux qui n'animent pas assez le côté. Donc, je plaidais pour le 3-4-2-1 de Pierre Sage, qui me convenait plus. Malheureusement, le 3-4-2-1, il est lui aussi limité. Il a lui aussi des côtés imparfaits qui sont très criants. Les pistons, c'est pas suffisant. À droite, Mata ou Koumbedi, pour des raisons diverses, c'est pas suffisant. Il y en a un qui est, pour moi, techniquement pas assez fluide, l'autre qui est pas assez fluide ici. C'est un petit peu différent. Et à gauche, Tagliafico, c'est un latéral d'un autre temps, défensif. Et je trouve qu'en plus, le 3-4-2-1, quand tu n'as pas deux milieux de terrain qui sont donc des sortes de 6-8 un peu mixtes, un peu hybrides, quand les deux sont pas au niveau et ne peuvent pas faire devant, milieu, devant, défense, ça pose de vrais problèmes. Et quand en plus de ça, tu cumules déficience physique, c'est le cas de Tolisso, clairement, ce soir encore une fois, plus déficience technique, et là c'est les deux, ça devient quasiment impossible. Et je pense qu'à l'échelle de la Ligue 1, ça passera pas. Ouais, bah en fait, tu l'as dit, le problème, c'est que le 3-4-2-1, il te permet de mettre en situation, on va dire, confortable tes deux milieux et Cherki pour on va dire, ne pas trop les exposer défensivement. Mais sauf que quand les trois sont pas bons comme ils le sont ce soir, bah ça donne un système qui au final ne fonctionne pas et où tu vois davantage les limites plutôt que les aspects positifs. Voilà, l'une des forces en fait de ce système-là sur la fin de la première partie de saison, c'est la qualité des deux milieux, leur liberté, leur capacité à faire jouer les autres. Physiquement, les deux étaient quand même sur un niveau au-dessus. Là, clairement, Tolisso, il est méconnaissable. Qui a créé perd énormément de ballons, des conduites approximatives. C'est super inquiétant. Et comme tu le dis, le 4-2-3-1, lui, est déséquilibré. Donc, il va falloir absolument, la clé ici, c'est évidemment le mercato qui doit ajuster et doit permettre de sélectionner un système. Un top et un flop. Quel serait ton top et quel serait ton flop? Pour moi, le top, il est assez simple. C'est le petit Fofana que j'ai beaucoup aimé. Un début de match un peu timide, il se faisait quand même pas mal bousculer. Puis ensuite, il a commencé à un peu mieux tenir sur les jambes, à être beaucoup plus aussi, on va dire, virevoltant. Il a résisté quand même à pas mal de duels. Tu sais, il y a beaucoup de duels où les joueurs de Bergerac étaient quand même bien plus costauds que lui, notamment défensivement, où il arrive à garder la balle. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On voit déjà des choses, tu vois. On voit déjà des choses, et puis il y a son but. Voilà, qui vient récompenser ça. Globalement, une belle performance de sa part. Et en flop, bah écoute, je pourrais mettre une grosse partie de l'équipe, mais j'ai envie d'appuyer sur Ryan Cherki. Son match de ce soir, c'est pour moi l'image qui explique pourquoi, à mon avis, il ne fera pas une grande carrière. Il est capable de sortir du pressing par un dribble, par un contrôle orienté. Il a un beau toucher de balle, il est capable d'aligner des passes bien claquées. Mais quand il faut conclure, quand il faut faire le bon geste au bon moment, bah il y a toujours quelque chose qui coince. Avant de frapper, une feinte de trop, frapper trop lentement, choisir le mauvais joueur, il y a toujours un truc qui bloque. Et malheureusement, quand tu demandes autant de liberté dans ton jeu, bah tu dois être décisif, surtout quand tu as des manques physiques. J'ai les mêmes que toi. Moi, en top, Fofana, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Je trouvais que il y avait une forme d'insouciance, de légèreté, et de simplicité. Tu vois, il n'est pas rentré en se disant je vais en faire trop, je veux démontrer à tout le monde que je sais faire des choses. Non, non. Simple, au service des autres. Je trouvais qu'il était altruiste, efficace en plus, parce qu'il marque un but. Donc non, très bien. C'est encourageant et c'est ce type de profil-là que j'aime bien chez les jeunes. Tu vois, autant je déplore chez certains, dont je parlerai après, le côté un peu individualiste, vision du foot un peu trop auto-centré. Mais dans le cas Fofana, j'ai vu un gamin qui est discipliné. C'est un joueur qui est discipliné, qui est rigoureux, qui suit ce qu'on lui demande. Donc ça me plaît beaucoup. Et puis pour le flop, bah, évidemment. Alors j'aurais pu en dire 3, 4, 5, hein, parce que dans la barque, tu peux aussi mettre Adrielson qui fait... Alors j'ai pas envie de le flinguer, parce que honnêtement, il vient d'arriver, je pense qu'il n'est pas prêt physiquement, le changement de climat, de culture, ok, tout ça je l'englobe, et je suis prêt à faire l'impasse. Disons qu'il a un joker pour ce match-là, c'est juste normal. Donc on zappe. Mais par contre, Cherki, voilà, encore une fois, je vais
je vais faire le même couplet sur lui, je radote depuis quasiment 3 ans en fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai envie de l'aimer. Moi, j'ai envie de l'apprécier, j'ai envie de l'aider à devenir le joueur qu'il devrait devenir. Mais malheureusement, entre le Cherki de 16 ans et le Cherki qui aura quasiment 21 ans, je ne vois aucune différence. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est une conception du foot qui est, je dirais, basée sur un rapport uniquement au ballon. Donc quand il ne l'a pas, c'est service minimum, voire quasiment rien. Quand il a le ballon, ça complexifie à mort. C'est au lieu de jouer en une touche, jouer simple et trouver la solution la plus facile à aborder, eh ben non, je fais une touche de trop, deux touches en trop, je fais un crochet alors que je peux tirer. C'est pas dans le bon tempo et c'est jamais dans ce que demande le jeu ou trop rarement. Quand un joueur demande autant de liberté par son profil, parce qu'il est quand même il te restreint sur le plan tactique, Cherki, il a un profil très particulier. Et quand un joueur demande autant de liberté dans son jeu et qu'il ne te le rend pas et qu'il complexifie ce que fait l'équipe, pour moi, ça passe pas. Je pense que d'ici fin janvier, si Dan Yuma vient à l'OL, si Fofana confirme ce qu'on a vu ce soir, donc du plutôt bon contenu, je pense que Cherki peut être très très inquiet pour la suite de son aventure lyonnaise. Et tous ceux qui me diront « Ouais, mais dans l'équipe, il a un rapport au ballon qui est le meilleur de tous », bah oui, effectivement, oui, pied droit, pied gauche, tout le monde le voit, je le vois. Il est à l'aise, il est techniquement fluide. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il est au service du collectif, ce potentiel-là? C'est ça la question. Posez-vous la question, les mecs. Est-ce que ce qu'il fait sert l'intérêt collectif, oui ou non? Moi, j'ai ma réponse. Matt, juste pour finir, une question de perspective pour la suite des échéances. Donc, on va affronter Rennes et Marseille, 2 matchs très importants. Je rappelle qu'on est en position de barragiste actuellement. Donc, c'est tendu. Et on affronte 2 équipes qui, pour l'une, va mieux. C'est le cas de Rennes, qui a fait un bon match contre Nice, et l'autre qui, même si c'est pas folichon, est une équipe qui prend des points et qui se place, je crois qu'ils sont 6e de Marseille, je crois, à l'heure où on se parle, 6e en Ligue 1, donc pas très loin des places européennes. Donc c'est 2 matchs compliqués à gérer. Moi, j'ai une inquiétude. Je pense que le profil de Matic viendrait faire doublon avec Tolisso, en termes de profil technique, et je me demande, à l'heure où on se parle, s'il ne faudrait pas revenir à un milieu à 3, où tu as plus d'emprise sur le jeu, sur le plan technique, et à mon avis, il te manquera, si on fait ça, un profil de 8 plus box-to-box qui peut relayer et faire milieu attaque, milieu défense. Ça, tu l'as pas, et pour moi, c'est une vraie limite. Tu vois, le 3-4-2-1 que met en place Pierre Sage, pour moi, il est valable si tu as 2 joueurs au milieu de terrain, dont l'un est à de la caution défensive, donc il est devant la défense et il maintient un équilibre, et l'autre, quand il peut faire transition défense-attaque, attaque-défense. Pour moi, là, c'est viable. Typiquement comme le RC Lens avec Fofana et puis Abdoul Samed l'an passé. Très très bien, là, ça marche bien. Mais nous, c'est pas le cas. Bah écoute, je te rejoins, pour moi, la clé pour la suite de la saison, mais bon, on l'avait déjà dit il y a quelques semaines, c'est la qualité du mercato. Pour l'instant, les joueurs qui sont arrivés sont des joueurs qui ne sont pas là pour apporter immédiatement à l'effectif, même si bon, Orban a quand même fait des saisons complètes à la Gantoise et a quand même staté, donc il sera un renfort en sortie de banc de qualité. Le petit Fofana, on voit déjà qu'il a les jambes, mais on n'est pas sur ce qu'on avait imaginé au début du mercato, c'est-à-dire un ailier gauche confirmé, expérimenté. Pour moi, on avait insisté sur le 6, un milieu de terrain, mais je te rejoins. Pour moi, si Matic ou même un autre 6 arrive, tu as besoin d'un autre milieu de terrain relayeur, capable de porter le ballon, capable d'avoir une belle vision du jeu aussi, capable de faire quelque chose de différent avec le ballon, d'être décisif. Mais tu as besoin d'un deuxième milieu de terrain. Pour moi, la priorité avant ce mercato-là, c'était le milieu. Et pour l'instant, on n'y a pas touché. Je rappelle qu'on est content. D'accord, on est qualifié, je le répète une dernière fois. Nous sommes contents, je suis content. Flo, qui n'est pas dans l'émission, est content aussi. Nous sommes tous contents, je le répète. D'accord, je n'ai pas forcément un énorme sourire, mais nous sommes contents de la qualif. Les gars, avant de nous quitter, pensez bien à vous abonner. Très important, on a passé les 600 abonnés ce matin. Donc on est très très fiers avec Flo et Matt de cette progression qui est énorme. 600 abonnés en moins de 2 mois. C'est pour nous phénoménal, donc continuez, il faut accentuer le mouvement, mettez des pouces, mettez des commentaires, dites-nous si vous partagez comme nous notre pessimisme ou pas, dites-moi si je suis un rabat-joie ou pas, dites-moi si
Si Flo avait raison de nous faire la morale en disant les gars, soyez positifs, c'est important, on est qualifié, dites-le nous en commentaire. Ça compte beaucoup, on lira et on vous répondra avec grand plaisir. Donc abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche, très très important pour le référencement. Et puis surtout, allez l'OL.